Bonjour et bienvenue dans cette vidéo que je voulais faire depuis assez longtemps en fait, depuis maintenant 4 ans, sur des impressions à froid de la campagne des Masses d'Inatotep, édition 2018 par Chaosium, qui est une version très différente de la version française qu'on a eue notamment sur la version des cartes, puis ensuite par Sans Détour, adapté à la 6e édition, puis à la 7e. Je vous ferai pas l'affront de vous rappeler ce que sont la campagne des masques. Si vous regardez cette vidéo, vous le savez sûrement. À savoir une grande campagne assez pulp, et ça je vais insister là-dessus, qui a été créée par Larry DiTilio, qui était à la base pas un rôliste, mais un scénariste de Hollywood, qui était au chômage durant les années 80, parce qu'il y a eu la plus grande grève des scénaristes d'Hollywood avant celle sur l'IA et celle sur les web-séries en 2007, où il s'est retrouvé au chômage, grosso modo, et il a dû essayer de trouver de l'argent comme il pouvait. Se rappelant qu'il avait des potes qui bossaient dans un hangar à Auckland, qui était Chaosium, il est allé les voir pour dire « vous n'avez pas du taf, je suis scénariste ». Et les gars lui ont dit « il faudrait qu'on fasse une campagne un peu différente de Cthulhu ». Et il a puisé forcément notamment dans Indiana Jones, dans tous les trucs, dans tous les un peu des délires pulp, pour produire quelque chose d'assez incroyable, à savoir une campagne qui vous emmène à travers 6 destinations très exotiques dans les années 20 pour contrecarrer différents cultes dans l'ordre que vous voulez. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui était assez incroyable à l'époque et qui, même maintenant, marche toujours autant. Cette campagne, évidemment, n'était pas sans défaut. Et je me demandais, et c'est la raison pour laquelle je fais aussi cette vidéo, c'est qu'est-ce qu'il y a de différent, qu'est-ce qu'il y a de plus positif et d'intéressant dans cette version des masques. Donc dans un premier temps, je vais essayer de revenir sur qu'est-ce qui change d'un point de vue de game design, qu'est-ce qui change vraiment concrètement dans cet habillage, avant de parler un peu de mon expérience à moi avec mes joueurs. Je n'ai plus de bouquin puisque je l'ai vendu. Généralement, c'est ce que je fais quand j'ai un livre, une campagne que j'ai finie, je la vends parce que je m'en sers pas forcément. Mais déjà, il faut imaginer que cette version faite en 2018 a cette différence qu'on passe d'un livre qui faisait aller 300, 400 pages peut-être max, à 2 bouquins dans un box set, dans un coffret, avec des annexes. Et tout ça, c'était 666 pages. Évidemment, le chiffre est rigolo. Donc en fait, on avait un box set dans lequel il y avait les 2 bouquins qui divisaient l'histoire en 2. Donc je crois qu'il y avait New York, le Caire, le Kenya dans le premier et tous les autres dans le deuxième. Et une petite annexe où il y avait notamment un mini guide, un mini écran pour le maître du jeu, avec par exemple dessus les distances entre New York, la Chine et compagnie, par bateau. Ensuite, il y avait toutes les annexes aussi qui étaient présentes, de savoir les aides de jeu sur papier, en carton. Ça, j'y ai pas trop touché, donc je pourrais pas trop vous dire. Mais en tout cas, pour 150 balles, parce que c'est ce que j'avais payé, je crois que c'était 150 $, le taf est pas mal en fait. C'est quand même, ça peut paraître assez cher, mais derrière vous avez quand même 2 bouquins assez comaques et en plus les PDF gratos forcément. Donc c'est plutôt pas mal. Mais si ça vous rebute, évidemment les PDF sont beaucoup moins chers. Mais je vois pas personnellement comment vous allez maîtriser les Masques d'Inatotep avec uniquement un PDF parce qu'à part vous bousiller les yeux, ça me semble très très compliqué. Je veux dire, c'est quand même une campagne. Moi j'ai joué pendant le Covid. Et j'étais très très content d'avoir les livres parce que ça me permettait de préparer tranquillou mes séances. Donc ensuite vous allez me dire, ok, c'est bien beau ton truc, mais qu'est-ce qui change? La première chose qui change, c'est qu'il y a un chapitre supplémentaire qui a été ajouté, qui se passe au Pérou et qui est un prologue à l'histoire. Alors vous demandez, ok, super, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de plus de masques? En fait, l'un des principaux problèmes du masque, c'est que c'est le démarrage. Dans le démarrage, on vous dit, vous avez un vieil ami, ça c'est une petite aide de jeu qui vous dit, vous avez votre vieil ami Jackson Elias, qui est un grand reporter, qui écrit des livres notamment sur tous les cultes un peu étranges à travers le monde. Et une fois qu'il vous a dit, il vous appelle au téléphone, il vous dit « Ah, l'expédition Carlyle est vivante, viens me voir ». Et quand vous allez le voir, il est mort dans sa chambre d'hôtel, il y a des cultistes de la langue sanglante qui s'apprêtent à partir, et donc ça lance la chasse. Mais il n'y a pas vraiment d'affect en fait avec Jason Elias, où il n'est que artificiel. Et donc ce qui se passe, c'est que généralement vous êtes obligé de ruser, vous êtes obligé de... Il y a plein de gens qui avaient fait des scénarios supplémentaires avant pour dire « Ah mais vous le connaissez, parce que rappelez-vous, c'est votre vieux pote ». Et je crois, si je dis pas de bêtises, que dans Le Compagnon, qui était une sorte de gros bouquin de fans qui avait été fait sur les manières de Totep, il y avait justement des amorces pour rendre Jackson Elias plus important en amont. Et je pense évidemment que ça a fait que Chaosium, quand ils l'ont refait en 2018, notamment avec Mike Mason, qui est l'un des directeurs de la gamme, ils se sont dit on va intégrer ça. Et c'est le Pérou. Donc le Pérou, ça se passe 4 ans auparavant, vos joueurs sont des aventuriers ou des gens qui n'ont pas, un peu comme Humphrey Bogart dans le trésor de la Sierra Madre, donc des gens qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens et qui vont se faire recruter pour des raisons diverses
par un riche sud-américain, je crois, blanc, et son garde du corps qui est d'origine d'origine espagnole, pour enquêter, donc à Lima, pour enquêter dans une pyramide qui est dans les Andes, en fait. Donc il y a un long voyage à faire à travers les grands lacs. Et parmi eux, donc il y a les PJ, il y en a un autre qui est Jackson Elias sous couverture. Et très vite, donc vous apercevez que le garde du corps est taciturne, que le mec, le directeur d'expédition, il a pas l'air très très bien, en fait, il a l'air très fatigué, il a un espèce de gros tatouage noir le long de sa poitrine, enfin c'est un peu bizarre. Et en fait, avec Jackson Elias qui vous retrouve au bar de l'hôtel à Lima, il vous dit, vous savez, il y a un truc qui est un peu bizarre, c'est pas mon vrai nom, parce qu'il donne un faux nom, je m'appelle Jackson Elias, et j'enquête sur un culte qui s'appelle les Karisiri. Les Karisiri, ça serait techniquement un culte de morts-vivants, d'anciens conquistadors, qui, comme des vampires, en fait, drainaient le gras, en fait, comment dire, vraiment le gras des gens, et les laisser à moitié morts comme des squelettes, quoi. Et il dit c'est un culte qui existe depuis des générations, et il enquête dessus, et il est persuadé que le gars qui vous embauche est plus ou moins lié à ça. Et donc commence une grande aventure qui démarre à Lima, où vous allez percevoir que effectivement le garde du corps hispanique, c'est un des conquistadors qui est devenu un Karisiri, donc une sorte de vampire, quoi, mais qui mange du gras plutôt que du sang. Et que le type qui a fomenté l'expédition, c'est un pauvre gars qui s'est fait charmer par Meru. Donc Meru, c'est la sorcière que vous allez affronter durant la campagne, qui en fait s'est fait faire a été transformé avec un tatouage qu'il contrôle plus ou moins, comme un avatar mineur de Nyarlathotep. Et son but en fait, c'est d'aller dans la pyramide où il y a un avatar de Nyarlathotep qui s'appelle le Seigneur des Asticots, qui est le truc qui crée les Karisiri, parce qu'en fait les Karisiri, quand ils ont le ventre plein, ils vont vomir dans la pyramide pour déverser le gras, pour nourrir en fait l'avatar d'Nyarlathotep, et donc c'est Larkin, je crois, et donc Larkin, l'avatar d'Nyarlathotep, veut libérer l'autre avatar. Donc évidemment, vos joueurs, normalement, au cours de l'histoire, vont comprendre ce qui se passe, et à la fin, déjouer les plans de Larkin, potentiellement assassiner Larkin et Mendoza dans la foulée, et commencer à entreapercevoir, avec l'aide d'Elias, qu'effectivement, il y a une vaste conspiration qui existe, et que peut-être que le dieu noir existe déjà sous différents avatars. Donc c'est vraiment un super petit scénario, qui n'est pas très difficile, qui est très simple à jouer. Nous, on l'avait fait en 2 séances, mais ça introduit les joueurs, ça introduit les enjeux, ça introduit ce qui va se passer durant l'histoire, et surtout, ça introduit Jackson Elias. Donc moi, j'ai beaucoup aimé le prologue au Pérou, je trouve qu'il est très bien foutu, très intelligent, et c'est un super ajout. Ensuite, au niveau de l'histoire, il n'y a pas énormément de choses qui changent. La seule vraie grosse différence que j'ai pu voir, moi, c'est à New York, en fait, quand donc Jackson Elias se fait tuer, vous l'enterrez, et vous savez qu'il va y avoir, qu'il y a plus ou moins un culte qui se trame. Et ce culte, c'est le culte de la langue sanglante. Et à la fin de l'enterrement de Jackson Elias, il y a une journaliste qui vient vous voir, et qui vous dit « Mais moi, je connais le culte de la langue sanglante, parce qu'il y a un innocent qui est en prison, qui a été accusé à Harlem d'avoir assassiné des gens de manière rituelle. » Donc vous rencontrez cet Afro-Américain, qui va passer la chaise électrique, qui est en fait un vigilante, donc c'est un gars qui faisait partie des Harlem Hellfighters, donc le régiment des Afro-Américains qui ont servi durant la Première Guerre mondiale, et qui est sur le point de se faire tuer, parce qu'en fait il s'est fait mener en bateau par le vrai culte de la langue sanglante, qui est à Harlem, donc notamment à la boutique du Juju, parce que les gars savaient qu'il s'approchait trop, il avait commencé à monter une milice pour empêcher les meurtres rituels, et donc il s'est fait pincer, et puisque le boutique du Juju possède des liens avec un commissaire corrompu, et ils l'ont booké, quoi. Ils l'ont mis en prison, et il va se faire tuer si vos joueurs ne font rien. Donc c'est pas mal, parce que ça permet un peu de structurer quand même tout ce qui se passe à New York, qui est toujours un peu le chapitre, bon, on sait qu'il y a quelque chose, mais on sait pas vraiment, il faut aller à la boutique du Juju, il faut amener ça de manière un peu diffuse. Moi, je trouve que vraiment New York, c'était pas le meilleur chapitre. Enfin, c'est bien parce que c'est l'introduction qui est géniale. Vous arrivez dans la chambre d'hôtel, il y a un cadavre scarifié sur le lit, et il y a des mecs qui sont en train de se barrer à travers la fenêtre. Ça, c'est très très bien. Mais après, on s'y perd un peu. Et concrètement, c'est un peu tout ce qu'il y a au niveau ajout pur de l'histoire. Après, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour fluidifier le jeu. Et ça, c'est hyper important. Donc la première chose, c'est que en début de chaque chapitre, vous avez, je disais, ça fait 666 pages, donc c'est mastoc. Et au début de chaque chapitre, vous avez une manière d'approcher le chapitre. En gros, il y a 5 ou 6 pages sur comment maîtriser ce chapitre. On vous résume ce qui va se passer,
les enjeux pour les joueurs. Donc par exemple, à New York, c'est l'introduction. Au Caire, il faut que vous trouviez la pyramide inclinée, que vous trouviez l'œil de lumière et ténèbres, et éventuellement que vous contrecarriez la résurrection de Nitocris. Et à chaque fois, c'est expliqué en long, en large, en travers. Et c'est super bien parce qu'en fait, il y a des répétitions, hein, de manière évidente, mais vu la densité d'informations que vous avez dans cette campagne, c'est absolument exceptionnel et très important que justement, on vous répète encore et encore les informations importantes. Parce que dans l'original, c'était hyper dense, et du coup, on pouvait très facilement se perdre si on avait loupé la petite information qui pouvait tout changer. Et là, il n'y a pas ce problème. Encore mieux, pour chaque chapitre, il y a un organigramme qui vous donne les relations entre les lieux ou plus ou moins les méchants. Donc par exemple, on vous dit, bah ok, vous allez là, pyramide inclinée ça veut dire Avatar d'Nyarlathotep, et ça veut dire surtout la carte stellaire qui vous dit qu'au Kenya, il va y avoir la naissance du rejeton. Et donc après, il y a la petite flèche qui vous dit, ça amène vers le Kenya. Parce que l'une des grandes forces, mais aussi des grandes difficultés de cette campagne, c'est que chaque chapitre peut être joué dans n'importe quel ordre, techniquement, à part New York, mais il y a des liens entre toutes les destinations, des chaînes d'indices. Donc le plus simple, vous connaissez, c'est vous arrivez dans la chambre d'hôtel au début, vous trouvez une boîte d'allumettes. La boîte d'allumettes peut potentiellement vous amener en Chine, à Shanghai. Vous trouvez aussi un petit papier qui vous dit qu'il y a le professeur Cole, si je me rappelle, qui est australien, qui est un spécialiste sur les mythes cthulhuides, pour aller vite, qui fait une conférence. Si vous allez à la conférence, il vous dit, potentiellement, on a retrouvé des choses en Australie. Donc ça peut amener sur la cité des anciens, si vous souhaitez. Donc tout est fait comme ça, c'est très difficile et un peu compliqué pour le maître du jeu de base, parce qu'il fallait prendre plein de notes, et là, avec les organigrammes, c'est beaucoup plus simple à appréhender. Donc ça, c'est vraiment très très fort. Évidemment, la mise en page aussi a complètement changé, parce que c'est beaucoup plus aéré, c'est exactement la maquette que vous avez dans les versions de Edge, hein, si vous avez acheté les derniers bouquins de Cthulhu, c'est exactement ça, donc c'est très agréable. Les illustrations, alors... c'est compliqué. Il y a du bon, il y a du moyen, et il y a du pas terrible, parce qu'ils ont plein d'illustrateurs différents. Après, ça reste cohérent, hein, c'est toujours le même mec qui fait toutes les grandes illustrations aux pleines pages, sur tous les chapitres. Il y en a qui sont un peu moins bien. Mention spéciale, et je mettrai peut-être le lien dans la vidéo, il y a un peu avant, les Espagnols de Edge ils avaient fait une édition primogène, donc c'était Cthulhu 6, je crois. Et dans cette édition primogène, ils avaient complètement refait les Masques de Nyarlathotep, avec des espèces de petits bouquins au format folio, qui était absolument magnifique, et toute la charte graphique était refaite, et les dessins étaient à tomber par terre. Mais vraiment, c'était à tomber par terre. Et ça, certaines illustrations, vous voyez dans la nouvelle version 2018, ont été repris de ça. Mais il y a aussi des éléments de Loïc Musy, mais c'est vrai que je reste toujours assez triste, en fait, de me dire que cette édition espagnole, justement, est la meilleure graphiquement, et j'aurais aimé qu'Aosian reprenne tout, parce que les mecs, ils ont fait un boulot absolument démentiel. Passons sur l'illustration, j'en ai assez dit. Comme j'ai expliqué, c'est très bien... c'est beaucoup plus simple pour un maître du jeu de s'y retrouver sur cette édition-là. Au niveau des autres changements, alors il y en a deux gros, il y en a un... Je sais même pas si c'est vraiment le coup de passer, mais je sais qu'il y a des gens qui vont péter des câbles à cause de ça. Très honnêtement, ça me touche une sans faire bouger l'os, comme disait Chirac. À savoir qu'il y a beaucoup de personnages dont le sexe a été changé. Et il y a beaucoup de personnages dont la race a été changée pour aller vite. Donc Jackson Elias, par exemple, est noir maintenant. Vous avez l'Indien qui vous envoie un vampire stellaire dans le train au Kenya, c'est une femme. C'est pareil, l'espèce de fou en Australie qui cherche à vous tuer, qui avait 3 aborigènes qui bossaient pour lui. Maintenant, c'est ses filles, qui sont blondes aux yeux bleus. Donc voilà, c'est... Encore une fois, vous faites ce que vous voulez, hein, c'est votre jeu et tout, c'est pas... Faut pas oublier que quand même, qu'on le veuille ou non, Chaosium, c'est quand même une entreprise qui est assez poussée de manière... qui embrasse fortement des traditions... de gauche, positif, moi ça me pose aucun problème, en vrai je m'en fous complètement, je préfère ça, et je trouve que c'est plutôt pas mal foutu, parce qu'il justement, à chaque fois ils se grattent un peu la tête en train de se dire, bon bah voilà, si je fais, ça leur permet en fait de penser comment on peut jouer une femme, comment on peut jouer une minorité dans les années 20, et je trouve ça pas plus mal en fait, au final, ça me pose aucun problème. Autre changement beaucoup plus important, le fait que les options létales qui étaient présentes dans la campagne ont été transformées en options pulp. Je m'explique, vous avez un chapitre, une histoire bonus,
qui se situe, si je me rappelle bien, à Londres, dans le quartier de Chelsea, avec un homme lézard qui s'est passé pour une petite vieille et qui héberge un peintre qu'il a drogué pour que le peintre ait des visions du passé et peigne des tableaux de l'époque où les hommes lézards régnaient sur Terre. Et ces tableaux sont enchantés et permettent potentiellement à l'homme lézard de communiquer avec le passé, et donc de faire en sorte que ses petits camarades reptiliens viennent dans le futur. Et donc ça marche dans les deux sens, c'est-à-dire que vous pouvez y aller et vous pouvez revenir. Et ce qui se passait dans la campagne originelle, c'est que vous pouviez très bien trouver le tableau, tomber dedans par mégarde, et après vous étiez coincé dans le passé, et tant pis pour votre gueule. Donc c'était extrêmement violent. Et ce qui se passe, c'est qu'avec le supplément Cthulhu Pulp qui est sorti, cette mouture des masques nous dit, en fait, le tableau, c'est une option Pulp. Vous n'êtes pas obligé de le jouer, c'est pas essentiel à l'histoire, il y a déjà un homme serpent qui se balade, c'est quand même pas mal, mais à vous de voir. Si vous voulez jouer en mode Pulp, si vous voulez vraiment utiliser ce mode difficile, on va dire, libre à vous. Et si je me rappelle bien, si je vous dis pas de bêtises, il me semble qu'il y a aussi des encarts de stats pour les méchants avec un mode normal et un mode Pulp. Selon comment vous jouez, et je trouve que c'est vraiment pas mal parce que, encore une fois, je pense sincèrement que les Masques Nyarlathotep est par essence une campagne Pulp. Vous pouvez pas me dire qu'une campagne où le final, c'est quand même d'empêcher une fusée d'aller dans l'espace pour activer un portail, et une fusée que vous allez attaquer avec une armée de révolutionnaires chinois backée par un porte-avions japonais, c'est pas du Pulp. Je suis désolé, mais il y a un moment, faut arrêter les conneries quand même. C'est pas, c'est pas l'espèce de douce ambiance Nouvelle-Angleterre prostrée où il se passe quasiment rien, où il y a juste un espèce de bout de tentacule qui sort d'un mur. Non, là c'est vraiment clairement on est dans du Dog Savage ou on est dans des feuilletons radiophoniques des années 30, à mon humble avis. Et il y a un autre changement qui a été fait, donc je parlais du pulp. Il y a aussi, ça c'est rigolo, c'est plutôt mineur, le fait qu'en fait toutes les références qui étaient un peu, disons, non mythes, ont été transformées en relation avec le mythe de Cthulhu. Si vous vous rappelez, il y a un chapitre où il y a une fille qui se transforme en loup-garou, c'est une histoire secondaire en Angleterre, et là, c'est un loup-garou dans l'original, là c'est une goule. Pareil, quand vous allez dans la résidence, la résidence du colonel Andy Coote, qui est au fin fond du Kenya, il y a des petites goules en fait qui se baladent. Et donc, bon, c'est plus des goules, mais parce que c'était extrêmement violent, en fait, il y avait des bébés goules qui vous attaquaient et pouvaient vous défoncer la gueule. Là, c'est des Dust Devils, donc c'est l'espèce de diable de poussière, qui est un élément mythologique, je crois, d'Afrique du Sud, qui peuvent se lier la nuit, et en fait, c'est quand l'expédition Carlyle, avec leurs nouveaux pouvoirs, sont arrivés complètement bourrés, et Andy Coote leur a dit « Ma femme est morte, et t'inquiète pas, on va les ressusciter ». Et ils ont essayé de les ressusciter, ça s'est mal passé. Mais sinon, voilà, c'est vraiment... On est sur ce mode-là, on est sur un mode qui est quand même assez simple au niveau des changements. En tout cas, la mise en page est bien mieux, l'introduction est très chouette. Il y a aussi au niveau du final un truc qui est pas mal, c'est qu'il y a un décompte de points. Si je me rappelle, dans la version originale, soit vous avez réussi, et dans ce cas-là, il y a la Seconde Guerre mondiale, soit vous avez échoué, et dans ce cas-là, il y a la Seconde Guerre mondiale. Donc en gros, c'était juste une vue d'esprit. Là, c'est différent. En gros, ce qui se passe, c'est que vous avez, selon ce que vous avez réussi à faire dans la campagne, tuer le rejeton, empêcher la résurrection de Nitocris, tuer Omar al-Shakti, alors la bonne chance, ou je sais pas moi, tuer Gavigan, mettre un symbole de ténèbres et de lumière dans les 3 points du triangle, alors vous gagnez des points. Et si vous avez le top des points, vous avez la meilleure fin, tout est bien, ça se passe bien. Si vous avez pas tous les points, il commence à y avoir des portails qui s'ouvrent un peu à droite à gauche, mais c'est sous contrôle, on va dire. Et si vous avez vraiment la mauvaise fin, voilà, c'est la fin, les grands anciens arrivent et tout le monde meurt. Donc ça, je trouvais ça un petit peu mieux, déjà, une espèce de high score, plutôt qu'un truc très sec. Après, vous faites ce que vous voulez, hein. Dans le livre, il y a aussi en annexe tous les sortilèges, tous les rituels, pas mal d'annexes, notamment sur comment voyager, comment s'organiser le voyage, ce qui est très important forcément, parce que dans le jeu où on joue, ça prend une grosse partie de l'aventure. Enfin, ça dépend de comment vous jouez. Et en fait, j'ai envie de dire, voilà, c'est quand même pas mal. Donc le bouquin est assez copieux, je trouve que la modification et les changements qui ont été faits sont très bien. Ça change pas l'essence de la campagne, ça change pas tout, mais je trouve que déjà le boulot qui a été fait par rapport, alors je vais citer ce que je connais, par rapport à la campagne impériale, les 3 premiers tomes de Warhammer qui n'ont pas du tout été changés, qui ont été sacralisés, là il y a un effort de fait, il y a un effort de modernisation, de vulgarisation et d'appréhension pour des maîtres du jeu qui sont plus jeunes, ou des maîtres du jeu qui n'ont pas l'expérience, à qui on a raconté encore « Oh, les masques, c'est impossible à maîtriser », c'est des conneries, non, les masques, c'est pas si difficile à maîtriser. Et là, Chaosium vous donne les outils pour justement vous simplifier la vie. Et ça, je trouve ça vraiment
moi je trouve que c'est exceptionnel, et je trouve que c'est vers ça que devrait tendre le jeu de rôle. Ça devrait pas tendre sur une espèce d'obscurantisme un peu effréné, on va dire, où il y a l'espèce de hype old school, et les mecs, ils savaient ce qu'ils faisaient, et les jeux de rôle, c'est plus pareil, et machin, et je veux dire, ok, alors je suis sûr que l'OGL, c'est très... Enfin, que l'OSR, c'est très bien, mais moi, je trouve ça très bien quand même de moderniser un peu ces vieux mythes, d'autant que les masques, ça reste une campagne qui est extrêmement fun, et qui marche. Et passer ce livre, en fait, moi, je voudrais vous parler un peu de mon expérience, donc ça vaut ce que ça vaut, hein, mais comme expliqué, on l'a fait pendant le Covid. On a mis 3 mois à la faire, on jouait 2 fois par semaine en distanciel. Et la première chose qui, moi, me vient à l'esprit, c'est le tableau Miro. En gros, on a utilisé un logiciel de whiteboard, donc de tableau blanc, qui s'appelait Miro, qui permettait moi, je donnais les informations, les indices, et les joueurs les indiquaient, les posaient à droite à gauche. Et ça, c'est indispensable. Alors, pas forcément, encore une fois, pas forcément en distanciel, hein, ou sur un écran, mais au moins que vous ayez un panneau d'affichage où vous allez poser tous les indices. Parce qu'à la fin du jeu, il y en a tellement que ça devient ingérable. Et surtout, vous allez avoir des indices que vous allez récupérer à New York, donc par exemple la boîte d'allumettes du bar à Shanghai, et vous allez forcément peut-être pas aller à Shanghai avant la fin de la campagne. Donc il faudra que vos joueurs se rappellent que ah oui tiens on a vu un bar, et surtout si vous jouez sur la durée. Je sais pas, j'ai vu des gens qui jouaient pendant 3 ans, donc vous imaginez qu'au bout de 3 ans, la mémoire est plus trop à jour sur ce qui avait été fait il y a très très longtemps. Donc c'est plutôt important de vraiment avoir ce tableau blanc où vous mettez toutes vos informations. Bien sûr, libre à vous en tant que maître du jeu aussi de récapituler ces informations, le cas échéant. Après, donc on avait donc je vais l'étape par étape, hein, je vais faire assez simple. J'avais 3 joueurs, j'avais décidé que ces joueurs seraient en mode pulp. Donc j'ai pas tout fait jouer, j'ai pas mis toutes les options pulp, mais en gros ils avaient 2 fois plus de points de vie, ils avaient les grosses stats, donc il y avait un 80 qui se baladait, ils avaient 2 talents spéciaux, donc en gros dans le pulp vous avez une sorte de petit talent que vous pouvez prendre. Ce talent c'est par exemple mécanicien en repère, ce qui fait que vous pouvez relancer les dés de mécanicien, et il y avait un peu ça pour tout. Et à côté de ça j'avais aussi utilisé les points de chance, donc en gros les points de chance en pulp, ça vous permet notamment, donc vous en avez je sais plus une dizaine, et si vous en cramez 4, je sais plus, ça vous permet de relancer un dé. Si vous les cramez tous, ça vous permet de pas mourir. Et en fait, au final, c'est plutôt bien goupillé comme ça. Parce que je voulais pas, en fait, j'ai pas pensé, mais je voulais pas que les joueurs créent des persos à la chaîne. Parce que je savais que la campagne était assez mortelle. Donc j'ai préféré un peu les faire costauds. D'autant plus qu'on joue à distance, pour qu'ils s'amusent tous et que ça se passe bien. J'ai quand même eu, au final, 2 morts et 2 fous. Donc le peuple ne rend pas l'expérience quand même, disons, plus simple par certains aspects. Et les joueurs, en général, à la fin de la campagne, sont quand même beaucoup plus méthodiques dans leur approche qu'au début, même s'ils ont changé de perso. Donc on a commencé au Pérou, c'est très très bien passé, hein, le Pérou ça a été hyper simple, c'est limpide. Ensuite New York qui a eu un peu des idées au début, ils savaient pas trop comment marcher, il y avait aussi un peu toute l'idée que peut-être que c'était difficile pour eux, vu qu'ils jouaient des personnages, des blancs, d'aller à Harlem, enfin il y avait des complications. J'avais dans l'équipe un espèce de dandy britannique, un professeur d'anthropologie britannique et un mécanicien australien. Et donc en fait ils ont un peu fait, je leur avais adjoint un PNJ permanent aussi pour un peu combler quelques lacunes, qui était la nièce en fait du professeur d'anthropologie. Et New York, c'est plutôt... Voilà, au début, ça a été vraiment trouver leur marque. Notamment, ça c'est très très bien, c'est quand vous commencez la campagne, il y a le Kensington, qui est l'agent littéraire de Jackson Elias, qui vous dit, bah voilà, je vous donne 70 000 $, et ce sera tous vos frais pour vous balader durant l'aventure. Ça c'est très bien, parce qu'après, ça permet un peu aux joueurs de faire leurs économies, leurs comptes, et il y a des joueurs qui aiment beaucoup ça. En tout cas, mes joueurs, ils aimaient beaucoup ça, faire le décompte de l'argent, donc c'est plutôt cool. Et après, donc, New York se passe plutôt bien. Il n'y a pas de dinguerie, hein, ils n'ont pas été ouvrir la trappe avec le château gars qui se cache dans le fond de la boutique du Juju. Ils ont été un peu tristes par contre, parce que justement, à la fin, ils ont surpris donc, le sorcier qui, la journée, bosse sur les docks. Ils y sont allés avec l'un des flics à qui ils font confiance. Et le mec a commencé il était un peu surpris, quoi. Il a voulu lancer un sort pour se défendre. Et le flic a tiré, il a fait un critique, il a foutu une balle dans la tête. Et les joueurs étaient là genre... Ouais, quand même, quoi. Ensuite, ils sont allés en Angleterre. Il y a eu une hésitation à aller en Chine et en Australie. Elle a été brève. Et naturellement, ils se sont dit, on n'est pas si loin, autant aller en Angleterre. L'Angleterre, ça a été beaucoup plus compliqué parce que c'est quand même assez dense. Très vite, ils se sont dit que Gavigan n'était pas clair,
qui avait plein de choses. Mais il y a pas mal de fils en fait qui se déroulent. Il y a l'attaque du monstre de brouillard qui les a un peu, ils étaient un peu là, genre qu'est-ce qui se passe, on comprend pas trop. Beaucoup d'investigations. Je note quand même plusieurs choses importantes, notamment le fait que donc on a fait les deux scénarios supplémentaires. Celui du serpent du Chelsea, donc j'ai fait jouer le portail, mais quelqu'un est tombé dans le passé. Mais j'avais pas le cœur en fait de le tuer, donc je lui dis bon bah il y a des symboles que tu arrives à lire et ça te permet de retourner dans ton époque, où je sais plus, ils jettent une corde pour le sauver, et à la fin ils ont brûlé la maison. Non, je crois qu'ils ont gardé le tableau justement qui permet d'aller dans le passé, mais par contre ils ont brûlé toute la maison, ils ont réussi à tuer le serpent, et je crois que le peintre était à moitié fou. L'espèce d'histoire de loup-garou, donc de la goule, qui vit dans un petit domaine, en fait j'ai fait en sorte que le dandy soit le fils perdu de cette famille, et donc il est revenu pour essayer de sauver sa sœur. Enfin, c'était pas mal, mais encore une fois, les joueurs ont très vite vu que c'était une histoire secondaire qui avait pas trop sens avec l'histoire principale, ce qui est un peu un de mes griefs avec l'histoire secondaire, où c'est juste en fait des red herrings qui vous amènent à droite à gauche. J'ai des bons souvenirs par contre par rapport à l'usine. En fait, il y a une usine où sont fabriquées les pièces de la machinerie de la fusée qui est basée en Chine. Donc mes joueurs ont réussi à... En fait, ils ont suivi une livraison des chargements de pièces, et je crois que dans ces pièces, il y a le transpondeur, enfin une pièce hyper importante de la fusée, et en gros, ils se sont battus, ils ont réussi à bloquer le véhicule, tuer les mecs qui étaient dedans, sans détruire, sans détruire en fait l'équipement. Donc ce qu'ils ont fait, le mécanicien, il a vraiment fait un super jet critique, parce qu'il fallait faire, je sais plus, 10%, vu que c'est de la technologie qui tienne, et il a réussi en fait à saboter la pièce, mais que ça se voit pas. Donc en fait, je n'osais pas le dire aux joueurs, mais ils avaient concrètement remporté la campagne avant même qu'elle commence, parce que la fusée aurait jamais décollé. Mais ça, vous le dites pas, en général. Et le final a été assez violent, j'avoue, parce qu'il y a une belle infiltration au début, donc il faut rappeler, la maison de Mystre, c'est rempli de cultistes au fin fond des marais, on avance, on ne sait pas trop comment, il n'y a pas de flics, donc si vous n'y allez pas avec la police, vous êtes tout seul. Ils ont réussi à s'infiltrer, se faire passer pour des cultistes, et en fait, quand la grande... parce que je crois que les cultistes kidnappent un de leurs potes, ou la danseuse, je sais plus, qui est dans le bar égyptien, et en gros, ils ont commencé à sortir les flingues, avant l'invocation de Shantak, enfin des Shantak et compagnie, parce que oui, il n'y a pas de vue extérieure, hein, là, c'est que des Shantak, donc c'est déjà pas mal, hein, mais... et ils ont commencé un peu à tirer partout, sauf que ce qui s'est passé, c'est que Enfin, ils n'ont pas tiré partout. J'ai un des joueurs, donc justement l'aventurier australien, qui a commencé à se battre au corps à corps contre les cultistes. Et en fait, il n'avait pas calculé que même si t'étais en pulp, tu pouvais pas... c'est comme à Dark Souls, en fait, au bout de... ou Elden Ring. À partir du moment où il y a 3 mecs qui se battent contre toi, même s'ils sont très faibles, et que toi t'es très fort, bah ça se finira mal. Et ça s'est fini mal, en fait, ils l'ont fracassé de coups de batte, et il était au sol, à moitié mort. Donc le joueur n'a pas du tout apprécié, enfin, je vous passe les détails, c'était... Encore une fois, le jeu de rôle, c'est beaucoup de négociations, et il y a un aspect social extrêmement fort dans la gestion des attentes des joueurs et des frustrations. Donc j'ai un autre joueur qui a dit, bon, bah, il y en avait un qui avait son fusil, le professeur enfin, parce que faut rappeler, ça ils vous le disent dans le bouquin, c'est qu'en Angleterre, dans les années 20, porter un fusil de chasse n'était pas une arme à feu. Donc techniquement, vous avez le droit d'avoir un fusil de chasse pour chasser, quoi. Et le truc qui est très très drôle, c'est qu'à chaque début de scénario, j'avais mes joueurs qui arrivaient à la douane, tu me fais un jet pour savoir si tu passais à la douane, et quand ils se faisaient choper, le mec était là genre, oui, c'est mon fusil pour la chasse, quoi. C'est pour aller chasser des oiseaux. Le mec, il a quand même un espèce de gros fusil de chevrotine, mais bon. Passons. Et donc, en fait, il y avait le professeur qui essayait un peu d'exfiltrer tout le monde, de tirer, et le dandy a une bonne idée, c'est il y avait des voitures, en fait, Kevigan avec une grosse voiture, il était prendre la voiture, il a foncé dans la foule pour écraser tout le monde et faire en sorte que tout le monde se barre. Et Kevigan s'est échappé pour revenir plus tard avec le petit bateau, le petit canoë. C'était l'Angleterre. C'était pas mal. Après, moi, j'ai pas un souvenir impérissable de l'Angleterre, pour être honnête, j'avais plus l'impression que c'était une succession d'indices pour la suite. L'Égypte, beaucoup plus intéressant, beaucoup plus impressionnant. J'avoue que j'y allais à reculons, parce que je suis pas du tout égyptologue, je suis pas du tout versé en fait dans la connaissance des pays du Maghreb. Et en fait, c'était génial. C'était vraiment super. On s'est éclaté très vite, et ça, c'est une des forces du bouquin, par les descriptions qui sont faites de la ville, de ses quartiers, de son ambiance, son atmosphère, des sens, de tout ce que vous pouvez ressentir. On y est, quoi. On y est, on sait que la journée il fait 40 degrés, on sait qu'on va aller se planquer à l'hôtel Shepherd, on sait, je peux décrire les vieilles mosquées, je peux décrire tout le quartier de Saladin, enfin c'est vraiment super chouette.
Et les joueurs se sont éclatés, ils sont vraiment pris au jeu, tomber, se prendre d'affection pour Mahmoud, le jeune orphelin, plein de choses. Aussi, à un moment, le culte a attaqué l'hôtel Shepherd, donc ils ont dû se planquer, ils étaient déguisés, enfin c'était très très marrant, ils étaient déguisés parce que il y avait des cultistes qui les cherchaient, et le moment, moi, que je retiens, que je trouve absolument génial, c'est... ils ont décidé d'aller voir Omar al-Shakti, même s'ils savaient que ça allait puer, et lui, il était tout miel, super sympa, ils ont vu qu'ils étaient au milieu d'une plantation avec plein de cultistes autour, et à un moment, alors qu'ils prennent le thé, un des joueurs, donc l'Australien, dit ouais, tout, je vais l'enquêter, parce qu'il se doutait que Shakti avait des objets intéressants, ou je sais pas quoi. Et il arrive au niveau de l'escalier. Et il lève les yeux, et il y a Etep, le chat blanc, qui est en haut de l'escalier et qui le fixe. Et là, le joueur, il a fait... Non, en fait, je vais retourner dans le salon. Alors que j'avais jamais dit qu'Etep était un démon comme ça, mais c'était vraiment génial, quoi. Et tout le truc avec Al-Shakti, c'était là, genre, bon, ok, qu'est-ce qu'on fait? Le seul truc où j'ai un peu mal géré, c'était un peu difficile, c'est la pyramide penchée. Enfin, pyramide inclinée, où en gros, il faut vraiment que vos joueurs y aillent. C'est super important parce que dedans, vous avez Nyarlathotep qui apparaît, mais surtout, vous avez des informations sur la naissance du rochon Nyarlathotep au Kenya. Et ça, c'est super important pour foutre un coup de stress aux joueurs. Parce que sinon, le Kenya, ils se disent « Ouais, bon, on va l'enquêter, mais on ne sait pas trop. » Et ça a été... j'ai dû quasiment manipuler... j'ai triché, quoi. J'ai dit à un joueur qui réussissait tous ses jets de contrôle mental, je lui ai dit « Non, mais t'es quand même attiré par la pyramide, t'es attiré par la pyramide. » Et lui, il était pas con, il se doutait qu'il y avait vraiment une emmerde. Sinon, non, c'est vraiment très très bien passé, comme je disais, très très bien jusqu'au final... assez incroyable avec la résurrection d'Hytocris où j'ai un joueur qui a bondi, qui a percé percé l'œil avec la dague de la momie, du professeur Ali Kaffour qui s'est sacrifié pour que les joueurs survivent et survivent en fait à la lyre, à la colère de Mara Shakti. Et après c'est fini avec une course-poursuite effrénée alors que un des joueurs s'était précipité pour empêcher Mahmoud de se faire tuer. Et ils étaient dans une Jeep, un vieux camion d'origine italienne qui datait de la Première Guerre mondiale, qu'ils utilisaient à toute berzingue pour foncer, pour retrouver l'espion pour la couronne britannique qui leur donnait des faux papiers pour qu'ils prennent le bateau jusqu'à Mumbai et partent jusqu'au Kenya. Non, c'était vraiment très très bien. L'Égypte, c'était incroyable. Je crois que c'est probablement le meilleur chapitre de toute la campagne. Le Kenya, alors Kenya c'était âpre, parce que tout le début c'est de l'enquête assez posée, très simple. Les joueurs ont jamais tilté que le fait qu'il y ait plein de gens au Kenya, c'était parce que justement c'était des cultistes qui allaient à la montagne du vent noir, je crois. Et donc on a fait le petit truc de Bandicoot. Au début ils ont eu beaucoup d'emmerdes parce que ils n'ont pas réussi à tuer la pyromane tout de suite. Donc à chaque fois qu'il y a un truc qui cramait, c'était de leur faute. Ils ont fini en prison, ça a été assez phénoménal. Et quand ils ont voulu la choper, ils l'ont coincée dans une cave et elle a réussi à se suicider. Donc c'était assez grandiloquent. Et pour la petite histoire, l'anecdote, quand j'ai fait jouer cette partie-là, donc on était par Discord, j'étais en train de décrire, donc je dis, ils ouvrent la porte de la cave de l'indienne, la sorcière, et là, et pouf, Internet se coupe. Et il y avait à l'extérieur de ma maison des mecs à 1h du mat d'EDF qui étaient en train de réparer le câble et tout. Putain, et mes joueurs, ils étaient là genre, putain, qu'est-ce qui se passe et tout. C'était assez énorme. S'en suivit donc l'épisode de Bandicoot que j'ai beaucoup aimé. Autant je suis pas très fan en général des intrigues secondaires, autant celle-là était absolument géniale. Et j'ai vu, il y avait un truc qui était génial, c'est t'as Bandicoot, tous les joueurs qui sont bourrés parce qu'ils ont beaucoup parlé avec Bandicoot, enfin Andicoot pardon, et à la fin Andicoot qui se met à fondre en larmes quand il parle de sa femme et de sa fille, et ils disent ils reviennent la nuit. Et j'avais qu'un seul joueur qui était pas bourré, enfin un seul personnage qui était pas bourré, et qui entend le vent à travers la fenêtre, et quand il ouvre la porte, il commence à voir des ballons de poussière en fait qui se développent et qui se rapprochent qui se rapprochent en fait de la lodge. Et là, en fait, il descend et il voit Silent Joe qui est en train de fermer à double tour toutes les fenêtres avec un fusil dans la main et qui lui dit surtout pas un bruit. Alors que le mec était censé être muet. Et mon joueur, il était là genre putain mais qu'est-ce qui se passe quoi. C'était vraiment super bien. Enfin, le final, donc il y a une grande expédition qui a été préparée, qui a été assez difficile. Mais le bouquin vous donne pas mal d'aide pour ça, jusqu'à la montagne du vent noir. Et la montagne du vent noir, ça a vraiment été épique, quoi. Et comme me disait quelqu'un, quand j'ai hésité, je me disais, ouais, mais j'ai pas envie de tuer mes joueurs. J'ai vu sur Internet, il a dit, si il
il n'y a pas de risque de mort quand tu affrontes le fils, le nouveau-né de Nyarlathotep dans une campagne de Cthulhu, c'est que tu devrais jouer à autre chose. Et il avait raison. Donc ce qui s'est passé, c'est que, escorté par un PNJ qu'ils aimaient beaucoup, qui était en fait l'amant de Karen Blixen, qui était un grand explorateur britannique dont j'ai plus le nom, ironiquement, ils sont arrivés dans la montagne du Vent Noir, ils ont vu qu'il y avait des prisonniers, et ils ont fait, bon bah, tu pars, tu prends les prisonniers avec toi, et nous on reste là. Donc les 3 PJ plus le PNJ ont dit, nous on va enfin, ils ont laissé partir toutes leurs aides, tous les gens en disant, nous on va sacrifier, on sait qu'on n'en reviendra pas. Vous avez encore un avenir, partez. Et ce qui est marrant, c'est que les joueurs n'ont jamais su que c'était c'est un mec qui a vraiment existé et qui s'est crashé en avion quelques temps plus tard, dans la vraie vie. Donc ça, ils ont respecté le canon de l'histoire, on va dire. Et après, ça a été... ils arrivent dans la salle, il y a Hypatia Masters qui est complètement enceinte avec le truc dégueulasse qui sort de son bide. Ils posent la dynamite, ils font exploser la dynamite, le rejeton survit. Il y a des guerriers Maasai qui commencent à arriver. Il y a Meru qui commence à arriver. J'ai le noble britannique qui se fait attaquer directement. Il se prend 4d6 dans la tronche d'acide. Il voit qu'il va crever. Il dit foutu pour foutu. En pub, il y a une action exceptionnelle de mort. En gros, il découpé une grenade et il se fait péter avec le rejeton. Il y a l'Australien qui prend le PNJ, donc la nièce du professeur, sous le bras. Et il fait « Allez, on se casse », parce qu'il y a un grand escalier qui est arrivé. Il passe sous la langue sanglante, donc la Nyarlathotep. Lui, il fait un jet sur un descend, il fait 1. 1 de perte de santé mentale. Et il se barre. Et pendant ce temps-là, le professeur qui est derrière, avec son fusil, qui se retrouve face à Meru. Meru lance 2 sorts. Et je déconne pas, genre il a 125 de pouls, donc... et lui, elle fait des scores de merde, et lui, il fait 1. Il fait 6. Donc à chaque fois, il résiste. Il arrive à l'abattre. Les guerriers Maasai tombent sur lui, il y en a 3. Il arrive à poignarder le premier. Il arrive à foutre un coup de crosse au deuxième. Et le troisième, il le blesse avec le fusil. Mais le mec est pas mort. Il dit, bon, je me barre. Le dernier guerrier Maasai, encore vivant, prend sa lance, la jette, et il l'empale. Et le joueur, il était là, genre... Ouais, il a compris, quoi. Mais vraiment, pour moi, c'est beaucoup... Maintenant, je m'aperçois, en fait, ma stupidité d'avoir peur de tous les PJ, parce que quand vos PJ meurent comme ça, enfin, c'est quand même autre chose, quoi. C'est-à-dire que s'il meurt mordu par un chien, quand on est en Angleterre, c'est pas terrible. Mais là, c'est vraiment, je pense, le caractère épique de la campagne ressort. Donc ensuite, on a eu le droit à la Chine, qui était plutôt versé sur l'espionnage, sur l'intrigue. Les joueurs savaient pas trop où aller. Ils savaient encore. Le truc, c'est qu'à partir de ce moment-là, les joueurs savaient que, ok, il y a une nouvelle ville, il y a un nouveau pays, donc il y a un nouveau culte, et il y aura une nouvelle cérémonie. Ils étaient rodés à l'exercice, mais ça les a pas empêchés d'être beaux joueurs. Des souvenirs très marrants dans le bar du tigre trébuchant, des PNJ très très fun à interpréter. Encore dans les changements de sexe, l'espèce de Fu Manchu, ça devient une femme, et c'est vraiment le PNJ qui les a fait avec ses gorilles blancs. C'est vraiment le PNJ qui les a fait le plus flipper, en fait, parce que c'était un personnage qui était indépendant, en fait, qui est un sorcier, mais qui est complètement neutre dans toute l'histoire, et ils se sont dit, putain, s'il y a un mec qui est capable enfin, une fille, qui est capable de manipuler les forces du mythe comme ça, et qu'on n'a rien à foutre de notre histoire, et qu'on n'a rien à foutre de tout ce qui se passe autour d'elle, bah dis non, il faut qu'on fasse sacrément attention. Et après, bon, un discours de l'histoire, avec la rencontre de Jack Brady, enfin le grand final, l'assaut sur... Donc il y a déjà, ce qui était assez rigolo, c'était aussi quand ils ont cherché à sauver la copine de Brady dans le domaine du méchant chinois dont j'ai plus le nom. Ça a été assez rocambolesque aussi, mais ça c'était vraiment des instants très très fun. Et le final préparé avec l'armée communiste chinoise, avec les Japonais qu'ils ont plus ou moins réussi à mettre dans leur poche, mais pas trop. Et bah forcément un grand final absolument génial sur l'île, avec débarquement, avec au début arrivée discrète et la gestion du combat. Donc c'est une séance, c'était que un combat. Parce qu'il fallait gérer tous les PNJ, il fallait gérer les joueurs. Il y avait Pen Yu qui arrivait, il y avait le méchant, le méchant aussi asiatique, et il y avait la fusée, bien évidemment. Personne s'y attendait, donc ils ont dû commencer à bricoler la fin. Donc il y en a un qui est monté sur les échafauds pour essayer de détruire la fusée. Pendant ce temps-là, les autres essayaient de le protéger, mais il y avait une horreur chasseresse, il y avait un espèce de shogot aussi qui apparaissait. Enfin, ça a été un carnage.
plein de PNJ qui sont morts, il y en a aussi qui ont réussi à faire des sacrés coups d'éclat. Comme je disais, c'est une séance de 3 heures où c'était que ça, quoi. Et c'était un moment assez incroyable de... Pourtant, je suis pas du tout combat, mais là, c'était vraiment génial, quoi. De dire, tu te fais un combat de 3 heures, et les joueurs, ils en redemandent parce qu'ils sont vraiment stressés. Ils se disent, mais putain, on va pas y arriver, tous les PJ sont en train de tomber, qu'est-ce qui va se passer? Et finalement, et puis surtout, on attend, quoi. On attend que le mécanicien arrive à détruire la fusée, qui techniquement, il a déjà détruit, mais bon. Et, et ça se finit comme ça, où ils arrivent à se barrer quand l'île volcanique commence à être défoncée. Ils sont chopés par les Japonais les mettent en prison pendant un certain temps, mais ils arrivent finalement à s'en sortir. Et finit l'Australie. Et l'Australie, bah, c'est plus compliqué. Parce que l'Australie, c'était un peu le chapitre, comme je disais, c'est un peu le vilain petit canard. Les joueurs se disaient, bon, on y va, mais c'est uniquement parce qu'il reste encore, c'est Jack Houston, je crois, le psychiatre, et qu'on veut pas qu'il reste tout seul. On sait que potentiellement, il a un truc dégueulasse. Je crois qu'il a une bombe atomique qu'il va envoyer dans le monde des rêves. Mais on y va un peu à reculons. Et effectivement, à part une sous-intrigue personnelle que j'ai créée pour le joueur qui est australien, parce que son ex-femme était... c'était une archéologue, elle était potentiellement embrouillée dans l'histoire de la cité des anciens, des choses très anciennes, bah, c'était pas exceptionnel en fait. Vraiment, il y a eu quand même un moment d'éclat, pour moi, c'est justement le moment où le sectateur, qui est le gérant du General Store de la ville minière, a envoyé ses filles, donc 3 snipeuses, au fin fond du bush, et elle commence à tirer sur les joueurs. Et là, les joueurs, ils étaient en train de se vider de leur sang. Il y avait 500 mètres, en fait. Et il y avait 3 snipers d'exception. Et ils ont fait, putain, on va jamais s'en sortir, quoi. Et ils disent, on est au milieu du désert. On est encore à 500 km de la cité. On va jamais y arriver. Et ça, c'était vraiment très, très cool. Ça demandait beaucoup de courage. Et enfin, la cité, bah, le problème, c'est que le joueur qui jouait le dandy, il a raté tous ses jets. Il m'a dit, en fait, j'ai pas réussi un seul jet de tout le scénario d'Australie. Et il s'est retrouvé forcément face au polype volant qui l'a envoyé voler à 10 km, il a fini en pastèque, à moitié mort. Et le grand final a été compliqué parce qu'à la fin en fait, de ce scénario-là, vous êtes censé tomber sur le psychiatre qui est en communication avec l'avatar chauve-souristique de Nyarlathotep, et il y a une grosse fight, quoi. Et cette grosse fight, elle a eu lieu, mais mes joueurs, en fait, c'est un peu dégueulasse, je trouve. C'est-à-dire que vous affrontez l'avatar, on est en pulp éventuellement, et quand vous arrivez à détruire l'avatar, éventuellement, que vous avez pas trop le choix, parce qu'en fait, je sais plus, il protège un truc, un machin, et la lumière lui fait plein de dégâts. Donc c'est assez facile, en fait, de lui faire mal. Bah, il se transforme, il prend la forme de la langue sanglante, ou une forme innommable, et on vous dit, bah, vous perdez un dessin de santé mentale, quoi. Et du coup, j'ai des joueurs qui sont devenus fous, direct, parce que, qu'est-ce que tu veux faire? Et donc, ça s'est fini comme ça, le PNJ plus le perso recréé, donc un homme d'action du professeur, sortent, tirant les autres à moitié fous dehors. Ils reviennent 6 mois plus tard pour poser l'œil de ténèbres et de lumière, et ils gagnent, quoi. Mais moi, j'ai toujours... C'est marrant, je sais pas vous, mais moi, j'ai toujours ce truc-là. Alors, peut-être parce que je suis assez émotif et sensible, mais quand je dois parler, quand je dois décrire la fin d'une campagne, j'ai presque envie de pleurer, en fait. C'est-à-dire qu'à la fin, où je dis, bah, vous êtes sur le quai du bateau à New York, vous venez de vivre l'éclipse solaire, il s'est rien passé, et c'est le moment de se dire au revoir, quoi. C'est la fin du voyage, et je suis là, genre, putain, c'est dur, quoi. Et surtout qu'on vient de jouer 3 mois, de manière intense. Je sais qu'il y en a qui ont été très investis, parce que, moi j'en ai un, il me disait, quand il se baladait, quand il faisait sa marche pendant 1 heure avec sa femme, pendant le Covid, il en parlait, il en rêvait la nuit, parce que, par exemple, à un moment, ils se font cambrioler leur chambre, forcément, parce que les cultistes cambriolent toujours les chambres dans les hôtels. Et il avait été cambriolé 10 ans plus tôt, il m'a dit putain, mais ça m'a rappelé ça et tout, j'ai rêvé que j'étais cambriolé. Donc c'est quand même une campagne qui, à mon avis, a son propre pouvoir d'entropie, qui peut affecter les gens. Je vais pas vous dire que c'est une campagne ingérable, je vais pas vous dire que c'est une campagne qui est très compliquée, elle l'est pas. Et ça, je mourrai sur ces collines, c'est pas une campagne compliquée. C'est une campagne qui est longue, c'est une campagne qui peut s'ouvrir sur pas mal d'aspects, mais notamment avec le nouveau bouquin, pour moi, c'est beaucoup plus facile à gérer, chapitre par chapitre. Et chaque chapitre se suffit quasiment, parce que chaque chapitre, c'est une histoire différente. Et évidemment, vous voulez empêcher que la fusée aille dans l'espace, évidemment, vous voulez empêcher le rejeton de naître, que vous voulez tout faire, ce qui est normal, mais il n'y a pas forcément besoin. Et si vous ne faites pas tout, bah, c'est pas grave. L'aventure continue, et à mon avis, se suffit elle-même, au détriment d'une aventure linéaire comme les Masques, où je trouve que c'est dommage, comme la campagne impériale,
ou Orpheus par exemple, qui est ma campagne favorite, où je prends du principe que si on ne va pas jusqu'au bout, bah, on perd quand même des choses, quoi. On peut arrêter avant, bien sûr, mais c'est pas pareil. Et du coup, bah, c'est un peu tout ce que j'avais à dire sur les Madinatotep. Si je dois mentionner un tout petit peu de musique, il y a une bande-son qui est absolument exceptionnelle, qui est basée sur un jeu vidéo qui s'appelle Eternal Darkness, Sanity's Requiem. Donc c'est Requiem pour nos âmes, je crois, en français, qui était un jeu qui était sorti sur GameCube par Silicon Knights, donc les gens qui avaient fait Legacy of Kain, l'original, donc Blood Omen, qui a une musique absolument démentielle, une soundtrack absolument démentielle qui va parfaitement dans l'ambiance arabisante ou de l'appel de Cthulhu, puisque le jeu en fait était basé sur, il y avait des mécanismes pour reproduire la perte de santé mentale, c'était extrêmement bien fait, et c'est un très bon jeu en plus, donc si vous le faites, c'est absolument super. Mais en tout cas, ouais, c'est une bande-son qui a vraiment bercé mes parties, qui a bercé un peu aussi tout ce à quoi j'ai joué, ouais, clairement, c'était une très belle campagne, que je suis très content d'avoir fait, mais je pense que c'est le Covid qui m'a aidé, parce que je l'aurais fait, encore une fois, moi je suis un MJ qui est très rapide, je m'en cache pas, hein, c'est ma nature, mais si je l'avais fait sur la longueur, je pense que ça m'aurait fatigué. Là, à la fin, j'étais cramé aussi, j'étais complètement cramé, mais j'avais le temps de réviser, entre parenthèses, chaque chapitre, de connaître parfaitement le PNJ, de savoir ce que je faisais, et je pense, je vais pas, enfin, elle n'a pas usurpé sa réputation de campagne mythique. Si vous aimez Cthulhu, faut la faire. Même si vous êtes jeune MJ, à mon avis, faut pas avoir peur, quoi. Ça vaut pas le coup, hein, c'est que du jeu de rôle, hein, dans tous les cas. Faut pas se mettre martel en tête, c'est pas si compliqué que ça. Et encore une fois, chaque partie peut être complètement indépendante des autres. Donc, à part Nitocris et certains PNJ qui survivent, il n'y a pas de grande raison que vous retrouviez Omar Shakti en train de jouer au Mahjong à Shanghai, quoi. Donc faut pas non plus trop se prendre la tête. Et comme je dis, la nouvelle édition, si vous hésitez à faire jouer les masques, soit vous l'achetez en anglais, soit vous attendez la traduction française qui doit arriver, j'en sais rien, moi, dans 2-3 ans, parce que c'est vraiment exceptionnel. Et c'est pas comme Terror sur l'Orient Express, où là, clairement, c'est la même vieille version, il n'y a rien qu'à changer. Non, là, ça vaut vraiment le coup de l'acheter, parce qu'il y a suffisamment de changements, suffisamment de quality of life improvement, donc des manières d'améliorer la maîtrise et la simplifier pour le MJ, pour que ça vaille le coup. Donc voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à vous dire sur les Madinatotep, qui reste un beau souvenir de jeu de rôle, quand même, je dois avouer, et qui, ouais, pour moi, est peut-être l'une des seules grosses incursions que j'ai fait dans Cthulhu, parce que j'avais maîtrisé que des petits scénarios. J'essaierai, j'espère, je sais qu'ils doivent faire dans les tuyaux, donc peut-être après que Pendragon soit sorti, et là je sais qu'ils vont sortir Arkham et Cthulhu by Gaslight, mais moi j'attendrais vraiment une refonte complète par-delà les montagnes par-delà les montagnes hallucinées, qui doit sortir, hein, parce que l'original est injouable pour moi, c'est pas très fun, quoi, de gérer des rationnements, des bidules, donc j'ai vraiment très très hâte de voir ce qu'ils vont produire, j'espère que ça arrivera en 2025 maintenant, mais voilà, je reste à l'écoute de ça, et dans tous les cas, là, à mon avis, la nouvelle version de chez Edge, en fait, des masques, de Chaosium, la version 7, quoi, de Cthulhu est très très bien pour les nouveaux joueurs, pour les vieux, pour tout le monde, c'est vraiment un bonheur. À part apparemment les fils de la peur, la Children of Fear, qui est pas terrible du tout. Mais bon, pour le reste, c'est plutôt cool. Donc voilà, les masques, c'est bien, mangez-en, et puis je vous souhaite un excellent week-end du 14 juillet. Allez, salut!